Cette réunion est enregistrée par l'autre, il y a marqué. J'ai appuyé sur enregistrer. Et... Oui, mais c'est bon, ça enregistre alors. Bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, on va commencer à l'heure, on va donner les bonnes habitudes à tout le monde. Le nombre de participants, bien comme d'habitude, je ne le connais pas. Hein, Si, alors moi je le vois, il y a 9 participants. Bon, ça se fait au fil de l'eau. Bon, alors aujourd'hui, le thème est particulier parce que certains diront qu'il est forcément tabou ou pas tabou, je ne sais pas. Alors, il va consister à exposer comment indemniser un joueur, un éducateur-entraîneur, un dirigeant. Alors, je précise bien hors contrat de travail, mais dans le cadre de la loi, pour éviter tout problème avec l'administration fiscale. Alors, pour cette présentation, qui de mieux qu'une expert comptable, qui est présidente de Toulouse-Montaudran avec Céline Lorrain-Chollet, à qui je laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, comme Claude l'a dit, on ne traitera pas ici des contrats professionnels, hein, c'est pas l'objectif. Simplement du rugby amateur, enfin, du sport et du rugby en particulier, mais voilà, donc comment ça fonctionne dans le sport pour rémunérer les gens qu'on a dans nos clubs et en particulier les joueurs ou les encadrants comme les dirigeants ou les éducateurs, entraîneurs. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous partager la présentation. Et évidemment, si vous avez la présentation, elle tiendra largement dans le délai. Donc, si vous avez des questions, je pense on peut les poser sans souci, par exemple, à la fin de chaque thème. Voilà. Partage l'écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Elle est parfaite. Donc, comment indemniser un joueur, un éducateur-entraîneur ou un dirigeant? Donc, comme disait Claude, c'est un sujet un petit peu tabou dans la mesure où on n'en parle pas trop et surtout, on ne fait pas toujours ce qu'il faut. Donc, on n'en parle pas trop au cas où, pour ne pas se faire prendre par la patrouille ou pour ne pas être mis en défaut, ou bon, voilà, pour plein de raisons. On va bien parler de situations hors contrat de travail, parce que dès qu'il y a un contrat de travail, il y a beaucoup d'autres choses qui s'appliquent, comme la législation du travail, notamment le respect de la Convention collective nationale du sport, auquel on est tous assujettis. Et dans ces cas-là, on est sur des notions de droit du travail élargies avec le respect d'horaire, le respect d'indices, et donc de salaire en fonction d'un indice, etc. Donc là, on est vraiment dans un cadre hors contrat de travail. Donc, on va voir dans un premier temps comment indemniser un joueur. Donc, comment on peut indemniser un joueur? Il y a 3 possibilités. Donc, la première possibilité, c'est ce qu'on appelle les dédommagements kilométriques ou le remboursement de frais à l'euro. Alors, c'est vrai qu'en général, c'est la solution la plus courante qui est faite par les clubs. Donc, en gros, le joueur fait une fiche kilométrique. Donc, les déplacements qu'il a, par exemple, de son domicile au terrain, et il cumule ça au mois en général. Et ensuite, on lui fait donc un virement de la somme de ses frais en fonction d'un barème. Donc, le barème en logement. Voilà. Donc, ça, je pense que tout le monde connaît.
Donc, là, qu'est-ce qu'on dit? On dit les bénévoles parce que ce cas d'indemniser un joueur par les ICA, on retrouve la même chose pour les bénévoles. Donc, il y a soit on le rembourse sur un justificatif réel, d'accord? Donc, c'est la fameuse fiche ICA et il a un chèque à la fin. Soit le joueur dit, moi, je renonce à être, on va dire, indemnisé financièrement parlant, je souhaite bénéficier de la réduction d'impôt. Alors, c'est un point sur lequel il faut faire très attention. Parce que quand le SAP se déplace, c'est la première chose qu'ils vont regarder. En fait, c'est le relevé bancaire une des premières choses, notamment le relevé bancaire de l'association. Et s'ils voient qu'il y a des virements à des personnes de façon régulière, ils vont regarder ce que c'est. Et donc, ils vont vous demander si c'est des justificatifs ICA en fait, ils vont vérifier que vos justificatifs sont bien réels. Alors, par exemple, souvent, l'erreur qui est faite, c'est qu'on peut avoir un joueur, le pilier droit, là, au hasard, il va être indemnisé tous les mois la même somme. Tous les mois, il va avoir 500 €. Sauf que les 500 €, c'est des ICA. Ouais, mais l'URSSAF, ils ne sont pas bêtes non plus de faire tous les mois exactement le même nombre de kilomètres. Voilà. C'est des choses comme ça qui les alertent. Donc, pour se faire rembourser les frais de déplacement, c'est ce qu'on disait, soit c'est sur la base de frais réellement engagés, et dans ces cas-là, je dois avoir une fiche ICA, il peut vous donner aussi les péages, et il justifie aussi avec sa carte grise. Et vous prendrez pour ça le barème de remboursement des frais kilométriques qui est fourni par l'administration fiscale, qu'on verra tout à l'heure. C'est bien le même que celui des salariés. Voilà. Soit vous pouvez, l'association, elle a le droit d'appliquer un taux forfaitaire, c'est-à-dire c'est un taux en deçà du barème kilométrique, mais qui est, pour le coup, si vous avez un barème qui est en deçà du forfait kilométrique, il faut que ce barème il s'applique à tous. On ne peut pas faire le barème kilométrique de l'administration pour certains et en dessous pour d'autres, ça, ce n'est pas possible. Et surtout, il faut que ce barème ait été validé par vos instances, donc un bureau directeur, un conseil d'administration, par exemple. Donc, ce fameux barème, c'est celui, alors on vous l'a mis là parce qu'il vient juste de sortir, il est sorti tard cette année. Il est sorti au journal officiel le 27 mars 2023. Et il n'est pas, d'habitude, vous n'avez pas ce barème-là. Je pense que vous êtes habitué à ce qu'on vous dise dans les associations, c'est, je ne sais plus de mémoire, 0,24 € du kilomètre. Et en fait depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez, pour vos joueurs, mais aussi pour vos bénévoles, prendre le barème de l'administration fiscale, qui est, je le répète, le même que celui pour les salariés. Donc, en fait, le barème auquel on avait l'habitude, qui était le barème des associations, celui-là, on ne l'utilise plus. Voilà, et ça, c'est vrai pour tous les frais à partir du 1er janvier 2022. Alors, quelle est la deuxième possibilité pour indemniser un joueur? Donc déjà, je vais vous demander, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions déjà? Oui, bonjour, est-ce qu'on peut utiliser le barème, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce qu'on peut utiliser le barème des impôts au lieu du barème qui est donné là? Alors, celui que j'ai donné, c'est justement celui des impôts. Il s'applique aux salariés. Oui, parce que celui des impôts, si on marque le nombre de kilomètres parcourus dans l'année, on peut avoir, en le divisant par le nombre de kilomètres, on a aussi un barème qui est un peu différent, à quelques centimes près, de celui de l'administration que vous venez de donner. Non, il n'y en a qu'un barème. Non, il n'y en a qu'un.
Je sais pas. Il y en a qu'un et c'est bien celui-là, hein, pour les impôts et les frais réels. En fait, alors peut-être que vous en avez, parce que jusqu'à présent, il n'était pas sorti. Il est sorti tout récemment. Donc jusqu'à présent, comme on savait que ça avait été annoncé effectivement que le barème allait augmenter, j'ai plus le chiffre en tête, mais de 5, et quelques pourcents, il y avait des gens qui avaient créé des barèmes avec cette augmentation-là. Et donc c'est là où on pouvait retrouver des écarts de centimes. Et le barème officiel, il vient de sortir. Donc c'est peut-être ça, peut-être de là d'où viennent vos écarts, je ne sais pas. Non, c'est des écarts très minimes. Hein. C'est en fait sur impôts.gouv.fr, vous marquez la puissance fiscale du véhicule, le nombre de kilomètres parcourus dans l'année, et ça va vous donner un montant. Et ce montant, vous le divisez par le nombre de kilomètres parcourus, et ça va vous donner. Vous voulez dire par rapport à la simulation qu'on peut faire en ligne? Oui. Alors, oui, je n'ai pas testé, mais alors est-ce que le simulateur en ligne tient compte du nouveau barème? J'imagine que oui. Oui. Mais normalement, enfin moi, pour le tester de temps en temps, normalement, ça devrait coller. Mais effectivement, il y a un simulateur, normalement, il est fiable. Hein, il y a un simulateur, effectivement, sur impôts.gouv du barème kilométrique. Ouais. Et vous rentrez bien le nombre de kilomètres et le nombre de chevaux. Voilà, je calcule la distance que parcourt un joueur dans l'année. Il a 145 entraînements, admettons. Tant de kilomètres, ça fait tant de kilomètres. Je rentre ça dans le simulateur et ça me donne un montant de 2536 que je divise par le nombre de kilomètres et ça va me donner le montant du kilomètre au centime près. D'accord, mais normalement pour le simulateur, c'est juste vous rentrer le nombre de kilomètres qu'il a parcouru. Oui. Ok. Non, mais le simulateur, normalement, il est fiable. Après, peut-être que vous avez des écarts parce que vous ne l'avez peut-être pas fait récemment, si? Si, je l'ai fait il y a 2 mois. Oui, on n'était pas sur le même barème. Ah, d'accord. Ça vient peut-être de là, tout simplement. D'accord. Voilà, mais le simulateur, effectivement, il est fiable. Ok. Voilà. Alors, comment indemniser un joueur? Donc, on a vu la première possibilité, c'est le fameux barème IK. Donc, soit en abandon de frais, et dans ces cas-là, vous ferez un CERFA et ça lui fera une réduction d'impôt, soit aux frais réels et vous lui faites un virement ou un chèque, un paiement. La deuxième possibilité, c'est que ce joueur peut être indemnisé, mais dans le cas de la franchise de cotisation mensuelle. Alors, qu'est-ce que c'est? La base, on va se dire qu'à partir du moment où on verse une somme à un joueur, on considère que cette somme doit être soumise à cotisation. En gros, à partir du moment où on verse une somme on va dire à un salarié ou un assimilé salarié, il y a cotisation sociale. Ça, c'est la règle générale. D'accord? Mais il y a une exception, c'est ce qu'on appelle la franchise de cotisation, dont on appelle ça aussi la prime URSSAF ou la prime de match. Donc ça, cette franchise de cotisation, elle s'applique pour le domaine du sport et pour les joueurs. Alors, pour bien la comprendre, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à ne payer aucune cotisation sociale sur les sommes versées à un intervenant occasionnel. Donc, on va considérer le joueur comme un intervenant occasionnel. Parce que, voilà. Donc, Claude, il a préparé des guides pratiques qui vous enverra à l'issue de la visio. Donc, cette franchise de cotisation ou prime de match, très clairement, un joueur, il a le droit, pour bénéficier de la franchise, c'est maximum 5 primes de match par mois. En fait, c'est ce qu'on appelle les 5 manifestations par mois. Donc, c'est 5 primes de match et la prime pour un match, elle ne doit pas dépasser 141 €. Donc,
si vous versez, pour être très clair, si vous versez 141 € maximum à votre joueur pour un match, vous n'aurez pas de cotisation sociale, enfin l'association n'aura pas de cotisation sociale à payer. Alors, attention, c'est 5 manifestations sportives donnant lieu à compétition par mois. Ensuite, c'est jusqu'à 141 € par manifestation. Alors, pourquoi 141 €? Parce qu'en vérité, c'est 70% du barème journalier de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, en 2023, le barème sécu journalier, c'est 202 €. Donc, 70% de 202, ça fait 141 €. C'est pour ça que ces 141 €, ils vont évoluer chaque année en fonction du barème sécu. Donc, ça représente 705 € par mois. Mais, donc, évidemment, le joueur ne doit pas être payé, enfin, si vous voulez bénéficier de la franchise, donc ne pas payer de cotisation sociale, il ne faut pas que le joueur touche plus de 750 € par mois. Mais attention, il faut le raisonner par manifestation. C'est-à-dire, c'est vraiment chaque match qui ne doit pas dépasser 141 €. C'est vraiment ça qui est important. Donc, par contre, qui peut bénéficier de la franchise? C'est uniquement les associations de moins de 10 salariés. Alors, quand on dit 10 salariés, c'est les équivalents temps plein. Enfin, c'est en équivalent temps plein et c'est les salariés permanents. Donc, par exemple, si le club il a une secrétaire, etc. quoi. Ou ça peut être les salariés, ça peut être aussi un soigneur salarié, un entraîneur salarié, etc. Qui sont les bénéficiaires? C'est toutes les personnes dont les fonctions sont nécessaires à l'encadrement et à l'organisation de la manifestation. Mais on parle bien des joueurs, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, et on verra, c'est notamment l'encadrant sportif, lui, ne peut pas bénéficier de cette franchise. Donc, je vous ai mis les bonnes pratiques. En gros, l'URSSAF, donc, imaginons, pour essayer d'être le plus pratique possible, imaginons, moi je le cite à chaque fois, mais le pilier droit, vous lui versez à chaque match, vous décidez de lui donner une prime de 100 €. Donc, c'est un exemple. Donc là, vous ne dépassez pas les 141 €, donc vous êtes en dessous de la franchise de cotisation. Si il a fait 4 matchs dans le mois, il a fait ses 4 matchs, il a donc 400 €. Est-ce qu'il y a besoin de faire un bulletin de salaire? Non, il n'y a pas besoin de faire de bulletin de salaire parce qu'il n'a pas dépassé la franchise. Donc, pas de bulletin de salaire et donc pas de déclaration sociale nominative, la fameuse DSN. Par contre, il faut des feuilles de match. Il faut garder les feuilles de match pour pouvoir prouver à l'URSSAF, parce que l'URSSAF, ils vont de suite vous demander les feuilles de match parce qu'ils vont regarder la cohérence entre les primes versées, enfin, en tous les cas le nombre de primes versées, et que le joueur soit bien sur la feuille de match. On parle de, alors, je vous avais vu dans cette slide, on parlait de compétition. Alors, ça marche aussi pour les matchs amicaux, mais il faut, attention, bien sûr, enfin, ça va de soi, mais il faut que le match amical soit déclaré, qu'il y ait une feuille de match, etc. Regarde l'URSSAF. Et garder un tableau des primes mensuelles, c'est-à-dire sur, par exemple, ça peut être un tableau Excel, tout bête, avec le nom des joueurs. Par exemple, en visuel, vous pourriez mettre en ligne les joueurs et en colonne match 1, match 2, match 3 du mois. Vous voyez? Et dessus, vous mettez les primes versées. Donc ça, c'est pour indemniser un joueur dans le cas de la franchise de cotisation. Donc retenez surtout, pour l'année 2023, c'est 141 €, pas plus, par match. Si vous dépassez les 141 €, dites-vous que vous allez devoir payer des cotisations sociales. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous payez des cotisations sociales, ben, forcément, il y aura un bulletin de salaire. Alors, est-ce que pour cette deuxième possibilité, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions, par exemple?
J'en ai une. Bon, là, tu nous dis qu'on doit établir un tableau des primes mensuelles, mais après, on le garde pour nous. On n'a aucun envoi à faire à l'organisation, à l'administration fiscale. Non, exactement. C'est Si juste on ne nous demande de rien, ça reste confidentiel, quoi. Oui, oui. En fait, il n'y a rien à donner à l'URSSAF, sauf en cas de contrôle. Juste vérifier que le joueur soit bien sur la feuille de match. Et oui, il faut une cohérence entre... oui. Et oui, puisque c'est par match, en fait. Par manifestation, donc par match. S'il vous plaît, je peux faire une réflexion? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Oui, je trouve que le process il est un peu injuste dans la mesure, on prend le pilier droit, il habite à 50 km du club où il joue, il va toucher 500, 600, enfin en restant en dessous de cette valeur 141. Et Oui. le joueur qui habite dans le même village que son club, il fait 500 mètres, lui, il touche rien. J'ai peur que ça envoie des disparités, quoi, et des problèmes entre joueurs, quoi. Alors, Non? alors là, on dépasse le critère purement, on va dire, Oui, comptable, enfin, ou social, mais oui. en tous les cas, cette notion, enfin, pour moi, hein, après, c'est un débat, mais cette notion de prime de match, elle n'est pas liée au nombre de kilomètres parcourus, elle est plutôt liée à combien ça vaut d'être joueur et combien ça vaut de faire un match. Enfin, pour moi, c'est plus cette valeur-là Ok, que... d'accord. Par contre, la première possibilité effectivement d'indemniser, elle était complètement liée aux ICA. Ok, ouais, je comprends. Merci, c'est bon. Ça marche. Bonsoir, j'aurais une question. Est-ce que l'on peut, si on indemnise avec la franchise de cotisation mensuelle, c'est-à-dire avec les primes de match, est-ce que pour les entraînements, on peut indemniser au niveau, utiliser le barème kilométrique? Ah, oui. On peut cumuler les deux. Alors, c'est deux choses différentes. Mhm. Le joueur, il peut avoir des primes de match et on peut aussi décider de lui allouer des frais kilométriques. Par contre, il faut que ça apparaisse dans ta compta. Hein. Mais, oui, tout doit apparaître. Et attention, voilà, attention faut pas que les frais kilométriques soient un moyen de le rémunérer un peu plus, quoi. C'est ça. Ah, bien sûr. Que ça soit vraiment lié au... Parce que de toute façon, il faut la carte grise, il va falloir justifier. Il va falloir justifier il faut sur faire un sur le tableau des ICA, on a un lieu de départ, un lieu d'arrivée, un nombre de kilomètres Oui, tout à total. fait. Ça, c'est facile, oui, ça, c'est bon, ça. Ouais. En fait, les ICA, c'est vraiment à raisonner comme des frais. J'engage des frais pour mon association, un peu comme le bénévole, quelque part. J'engage des frais de déplacement, notamment. Voilà. Et la prime de match, c'est je joue et mon club m'indemnise dans ce cadre-là. Question. Allez. Le joueur fait 3 entraînements dans la semaine. Le dimanche, il a un match. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un 4e déplacement? Excusez-moi. Le joueur fait 3 entraînements par semaine. Oui. Mais non. Le joueur fait 3 entraînements par semaine, donc il a 3 déplacements. Est-ce qu'on peut le considérer, s'il joue le dimanche, est-ce que c'est comme un 4e déplacement dans la semaine? On a le droit, en théorie, pour moi, il n'y a pas de problème à considérer tous les déplacements. D'accord, ok, merci. Que ce soit entraînement, match, il vient à une réunion. D'accord. On va peut-être éviter le 3e temps, mais voilà. Alors, donc, on a vu les 2 premières possibilités. Donc, les ICA, première possibilité, les ICA. Deuxième possibilité, c'était la fameuse prime de match. La 3e possibilité, on est toujours dans le cadre d'un joueur.
la loi permet, dans le cadre d'une association loi 1901, d'indemniser les joueurs dans le cas de l'assiette forfaitaire. Alors, bien sûr, tout ce qu'on dit là, c'est dans le cadre de vos clubs sportifs, parce que ce sont des associations loi 1901, des associations sportives et des associations fédérées, c'est-à-dire inscrites auprès de la Fédération française de rugby. Hein, parce que si on n'est pas dans ces cadres-là, ça ne peut pas fonctionner. Alors, l'assiette forfaitaire, qu'est-ce que c'est? Elle permet au club de payer moins de charges à l'URSSAF, car les cotisations sont calculées non pas sur le revenu réel, mais sur une base réduite. Son application reste facultative. Dans le cas d'un joueur, l'assiette forfaitaire peut être utile dans le cas où le joueur serait indemnisé au-delà de ce que permet la franchise de cotisation mensuelle. Donc, premièrement, le joueur, on a dit, mon joueur, je décide qu'il a une prime de match qui ne dépassera pas 141 € par mois. Donc là, c'est bon, on est dans le cadre de la franchise, on ne paye pas de cotisation. Finalement, 141 €, non, pour X raisons, ce joueur, politique, on va dire politique sportive du club, ce joueur, on va le payer, je dis au hasard évidemment, mais 500 € par mois. Donc on voit bien que, enfin, je m'exprime, excusez-moi, pas par mois, 500 € par match, excusez-moi. Oui, par match, oui. Voilà. Du coup, comme on dépasse les 141 €, on va devoir payer des cotisations sociales. Mais il y a encore un avantage que donne l'URSSAF par rapport à un salarié lambda, on va dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'assiette forfaitaire, qui fait qu'au lieu de payer les cotisations sociales sur la base de ces 500 €, vous allez payer les cotisations sociales sur une base plus réduite. Donc, on va le voir maintenant. Donc, les bases de l'assiette forfaitaire pour l'année 2023 sont les suivantes. On a 56 € pour une rémunération inférieure à 507 €, 169 pour une rémunération de 507 à 676, et ainsi de suite. Et on voit qu'au-delà de 1296 €, les cotisations, elles sont calculées sur le salaire réel. Donc, quand même, cette assiette forfaitaire, elle est limitée. Toujours pareil à un pourcentage du plafond de la Sécu. Mais c'est très clair que si votre joueur, il est payé 500 €, vous allez payer des cotisations sur la base de 56 €. En fait, vous voyez, donc 56 €, ça va être considéré comme le salaire brut, à partir duquel vont être calculées des cotisations. Est-ce que c'est clair, ça? Vous me dites, hein? Oui. Oui. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle l'assiette forfaitaire. Alors là, on a fini pour la partie joueur. Et ensuite, on va voir la partie éducateur-entraîneur. Est-ce que pour la partie joueur, il y a des questions? Non, mais très bien. Allez. Donc, comment indemniser un éducateur-entraîneur? Alors, l'éducateur-entraîneur, lui, il va pouvoir bénéficier de l'assiette forfaitaire. Donc, c'est exactement la même qu'on vient de voir pour les joueurs. Donc, l'assiette forfaitaire permet au club de payer moins de charges à l'URSSAF, car les cotisations sont calculées non pas sur le revenu réel, mais sur une base réduite. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu précédemment, c'est la fameuse assiette forfaitaire, qui s'applique aussi aux éducateurs-entraîneurs. Donc là, il y a un exemple. Donc, pour un entraîneur, alors éducateur-entraîneur, c'est pareil, hein, c'est les mêmes fonctions, c'est juste le terme qui est différent, évidemment. Donc, l'entraîneur, donc en gros, enfin, tout ça pour vous dire que c'est valable qu'on soit à l'EDR ou dans l'équipe 1, hein, c'est pareil. L'entraîneur perçoit une rémunération mensuelle d'un montant brut de 600 €. Donc, comme lui, dans cet exemple, il a 600 € par mois, on va pouvoir lui appliquer l'assiette forfaitaire qui va être à 169. Alors, pourquoi 169? On va revenir sur le tableau. On voit effectivement que pour une rémunération de 507 à 660, entre 507 et 676 €,
on applique une base de 169 €. Donc, il faut considérer, là, il faut imaginer, parce que là, par contre, vous allez devoir faire un bulletin de salaire. Donc, il faut que vous ayez un bulletin de salaire qui marque ou la base, du coup, la base des cotisations, enfin, pas le salaire brut, mais la base des cotisations va être de 169 €. Voilà. Par contre, il peut y avoir bulletin de salaire, quand bien même il n'y a pas de contrat de travail. Hein. Parce qu'en fait, le bulletin de salaire, c'est d'abord calculer et payer les cotisations sociales derrière. Donc là, puisqu'il y a une assiette forfaitaire, il y a des cotisations, quand bien même elles sont réduites, mais je fais un bulletin de salaire et chaque mois, je fais la déclaration sociale nominative. Comment je peux... donc ça, c'était mon exemple, pardon, pour mon éducateur-entraîneur. J'ai une autre possibilité pour mon éducateur-entraîneur. C'est la même que pour les joueurs, c'est le fameux dédommagement kilométrique ou le remboursement de frais à l'euro. Donc, on l'a remis à contrôle URSSAF des ICAP parce que ça, c'est vraiment regardé par les URSSAF. C'est dès qu'ils voient des sommes passer, ils regardent qu'est-ce que c'est tout simplement et si surtout elles sont justifiées. Voilà, donc pour mon éducateur-entraîneur, il y a alors une troisième possibilité, mais c'est parce qu'en fait, c'est la réduction d'impôt sous réserve que le contribuable ait expressément renoncé à le remboursement. Donc, en gros, mon éducateur-entraîneur, dans ce cadre-là, il va être plutôt considéré comme un bénévole. C'est-à-dire que vous allez lui, il va renoncer à être remboursé de ses frais. Il va quand même faire une fiche ICA. La fiche ICA, selon le barème de l'administration, le nombre de kilomètres parcourus, ça donne un montant, vous faites un CERFA et ça lui permet de bénéficier de la réduction d'impôt. Ça, je pense que à force des mécanismes, je pense que vous connaissez. Donc, c'est là, pareil, Claude, il a préparé un guide pratique sur l'abandon de remboursement des frais. Donc, à combien se monte la réduction d'impôt pour un don aux associations? Donc, on refait un petit focus parce que c'est quand même très courant et très... Ça, c'est quelque chose qui est fait quasi par toutes les associations aujourd'hui. Donc, c'est 66% du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable pour les associations sportives, dont aux œuvres. Alors, une chose à savoir quand même, que même s'il y a une limite de 20% du revenu imposable, l'excédent de versement constaté au cours d'une année est reportable sur les 5 années suivantes. Ça peut arriver, bon, je pense plutôt dans le cas du... Excusez-moi, je fais une aparté, mais dans le cas du mécénat ou pourquoi pas dans ce cadre-là aussi. S'il y a une année, on donne une grosse somme, enfin, si une année, il y a une grosse somme, et que du coup, elle dépasse la limite, on sait que l'excédent peut être reporté. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça permet, sur des années exceptionnelles, de ne pas nécessairement se limiter. Donc, un exemple, pour un revenu imposable de 12 500 €, la réduction maximale admise en échange de dons aux associations s'élève à 2 500 €. Donc 20%, c'est les fameux 20% de 12 500 €. Et la réduction d'impôt, donc s'élever au maximum à 1 650 €, c'est-à-dire 66% de 2 500 €. Donc, il s'agit bien d'une réduction d'impôt, c'est-à-dire je paye des impôts. Sur le montant total des impôts, j'ai, dans ce cadre-là, 1 650 € d'impôts en moins à payer. C'est bien une réduction. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se mentir, ce n'est intéressant que pour les gens qui sont imposables. Puisque les gens qui ne sont pas imposables, on ne peut pas réduire, zéro moins quelque chose, ce n'est pas possible, quoi. Contrairement au crédit d'impôt. Hein. Mais dans ce cadre-là, malheureusement, ce n'est pas un crédit d'impôt, c'est juste une réduction d'impôt. Alors, le focus de cette slide, c'est parce qu'il y a des nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2022. Donc, c'est pour les dons relatifs aux abandons de remboursement des frais engagés sur 2022. Les bénévoles peuvent désormais utiliser le barème kilométrique applicable aux salariés pour l'imposition 2022. Je ne sais pas si vous... Donc, ce qu'on disait tout à l'heure,
avant, pour les associations, il y avait un barème. En 2022, c'était 0,324 € du kilomètre pour les voitures. Ce barème-là, il est abandonné. Voilà, on n'en parle plus. C'était un ancien système de calcul qui était uniquement qui était uniquement pour les associations. C'est fini. Donc maintenant, vous prenez le barème de l'administration fiscale qui vient et le nouveau barème 2023. Ils viennent de... Alors, parce qu'en fait, il y a toujours un an de décalage. C'est-à-dire, il y a un nouveau barème qui vient de sortir là, qu'on appelle le barème 2023, mais il va s'appliquer sur les revenus 2022. Je pense qu'il est là. C'est exactement le même qu'on a vu tout à l'heure. Donc, par exemple, votre éducateur école de rugby, là, il va faire sa fiche ICA de 2022. S'il a une voiture de 6 chevaux, il a parcouru, par exemple, 4000 km dans l'année. Bon, ben, vous allez lui appliquer 4000 fois 0,665. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire maintenant pour tout ce qui s'est passé en 2022 sur la base de ce barème. Donc, par exemple, 6000 km parcourus non remboursés à titre bénévole. Donc, non remboursés, ça veut dire qu'on renonce au remboursement. C'est ça que ça veut dire. Avec un véhicule de 5 chevaux, il est possible de faire état d'un montant de frais réels égal à 6000 fois 0,357 plus 1395, ça fait 3537 €. Et si c'est un véhicule de 5 chevaux électriques, il y a une majoration qui s'applique. Alors, là, par contre, c'est vraiment important parce que l'air de rien, d'abord, ça va être beaucoup plus intéressant pour les gens qui sont imposables, pour les bénévoles imposables. Parce que si on avait appliqué l'ancien barème, et ça, je remercie Claude de l'avoir mis parce que on voit vraiment l'impact. Parce qu'à l'époque, si on avait eu l'ancien barème, il aurait eu un abandon de frais de 1944 €. Alors que là, avec le nouveau barème, il a un abandon de frais à 3537 €. Donc, on a quand même une différence de 1593 €. Alors, cette différence, lui, il va l'avoir sur sa réduction d'impôt. C'est-à-dire, il va avoir, par rapport à l'ancien barème, association, il va avoir une réduction d'impôt qui va quand même correspondre à 1593 € de plus sur la base des 6000 km parcourus. Par contre, en frais réels, donc ça, c'est pour lui, d'accord? Mais imaginons, l'association, elle fait aux frais réels sans abandon. C'est-à-dire, c'est l'association qui rembourse. Ça va coûter beaucoup plus cher aux associations, parce que les associations qui vont rembourser en frais réels, comme le barème a changé, ça va leur faire des sommes plus rondelettes à rembourser aux gens. Voilà, c'est quand même un point à mettre en avant, mais peut-être vous l'aviez déjà... je sais que c'est des sujets qui ont déjà été traités. Voilà, donc on a fini pour la partie éducateur-entraîneur. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, moi j'avais une question. L'assiette forfaitaire, c'est bien applicable aux associations assujetties à TVA? Oui, aussi. D'accord. Et ensuite, donc, concernant l'indemnité, donc il y a bulletin de salaire, ça veut dire que l'éducateur doit déclarer. Oui. Oui, vous voulez dire déclarer à son impôt sur le revenu. Oui, sur ses revenus. Oui. D'accord, ok, merci. Et pardon, le côté pratique pour faire des bulletins de salaire, comment on fait? Alors déjà... On n'a jamais fait pour un petit club. Non, alors, très sincèrement, déjà, il faut un logiciel qui gère la convention collective du sport. Alors déjà, je vais vous dire franchement, il n'y a pas beaucoup de logiciels de paye qui gèrent la convention collective du sport. Oui. Donc, soit vous avez un logiciel qui va bien et vous savez vous en servir et vous le faites vous-même. Et derrière, il faut faire la déclaration sociale nominative. Donc, avec un logiciel qui vous permet de le faire. Oui. Ou alors, c'est pas du tout, c'est assez compliqué le social, si je peux me permettre, les fiches de paye. Dans ces cas-là,
bon, moi, je vous conseille plutôt de faire appel à un prestataire. D'accord. Donc, le prestataire, alors, il va faire les payes en fonction des informations que vous allez lui donner. Hein. Vous allez lui donner, par exemple, ce qu'on appelle, ce qu'on disait là, la fiche des primes de match. Et sur la fiche, on peut voir le forfait ou la franchise. Et celui qui fait les fiches de paye, ça va être qui? Ça va être soit un expert comptable, ça peut être, j'ai plus leur nom en tête là. Ah, il y a une PCA, profession sport là. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, c'est un organisme aussi ils sont adossés au CROSS, je crois. dans l'Hérault, on a Profession Sport 34. Voilà, les professions sport, ils ont des services dédiés pour faire les bulletins de salaire. Mais en fait, ils vont faire que de la fiche de paye. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire le côté gestion de l'emploi et tout ça. Par contre, ils peuvent vous conseiller quand même, mais ils vont pas faire cette partie-là, bien sûr, qui incombe à l'employeur. Ok, merci. Voilà. Mais à moins d'être un spécialiste de la paye, sinon, il faut faire, en général, dès qu'on a des payes à faire, on fait appel à un prestataire. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les éducateurs entraîneurs? Et sinon, on va passer aux dirigeants. Excusez-moi. Au début, vous parliez des personnes qui sont indispensables à la bonne marche de la rencontre. Je pense par exemple au guichet, à la sécurité, au contrôle antidopage. Est-ce que ces gens-là peuvent prétendre à la franchise de 141 €? Oui, parce que ça va être les gens qui vont... Alors, il faut que ce soit des gens, comment on dit, des aides ponctuelles et qui participent à la manifestation. Donc oui, le guichet... Alors, vous avez cité qui, voyons, celui qui vend les billets? Il y a le guichetier ou la guichetière, peu importe. Ouais, pour moi, oui. Ceux-là, oui, peuvent bénéficier de la franchise. Il y a la personne à la sécurité, chargée de la sécurité, puisque il y a son nom qui est marqué sur la feuille de match. Oui, pour moi, oui. La personne qui rédige la feuille de match et qui fait en même temps la feuille de match sur le terrain. Ouais. Oui. Et le contrôle antidopage. Ouais. Il faut pas dépasser la notion de soigneur, vous savez. C'est déjà. Je pense pas qu'avec le contrôle antidopage, on dépasse cette. La prudence, si vous voulez, c'est que effectivement, ceux qui n'ont pas le droit, ça serait tous les salariés permanents. Ouais. Et donc, tous ceux qui ont des contrats de travail, en général, tous les salariés permanents et tous ceux qui sont soigneurs, au sens large du terme. Hein. Ouais. Parce que quand on a le délégué sportif au niveau de la sécurité, il nous demande 3 personnes à la sécurité, les lignes de touche, etc., etc. Voilà, ça, c'est les gens que vous mettez sur la feuille de match. Non, sur la feuille de match, on ne peut mettre qu'une personne à la sécurité. Il n'y a pas des cases pour mettre un tel, un tel, un tel. Donc, il n'y a qu'une personne. En réalité, il y a 3 personnes à la Fédé nous demandent au niveau de la sécurité. Voilà. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on peut noter ces gens comme étant... Alors, à minima, est-ce que ces gens, ils ont une licence DAT, dirigeant accès terrain? Oui. Est-ce que sinon, ils seraient... Ouais, voilà, ils ont au moins la licence DAT. Oui. C'est une bonne question. Parce que votre question, c'est comment justifier la présence de ces gens-là en dehors de la feuille de match? Voilà, ouais. Je n'ai pas la réponse, là, comme ça, là. Je ne sais pas si d'autres personnes qui participent pourraient... J'essaie de voir dans le pratico-pratique, quoi, concrètement, puisqu'ils ne sont pas sur une feuille de match, est-ce que, quand bien même, ils pourraient être considérés au titre de l'URSSAF comme pouvant bénéficier de la franchise? Il faudrait faire attention parce qu'il ne faut pas rentrer non plus dans la notion de bénévolat. Le rédacteur, il est sur la feuille de match? Oui.
l'agent de sécurité, la personne à la sécurité aussi. Et en fait, Oui. Et le contrôle antidopage aussi. Oui. Mais les 2 personnes ou les 3 personnes qui nous sont demandées pour assurer la sécurité sur la touche, par exemple, Ah oui. c'est pas noté. Ouais, c'est pas noté. Est-ce qu'une attestation ou un papier signé par eux, signé du président et pourquoi pas contre-signé j'en sais rien, du représentant fédéral, comme quoi ils étaient participants, je ne sais pas. Hein, Si on s'en réfère au texte de la Fédé qui nous demande de mettre toutes ces personnes, est-ce qu'on peut se baser sur ça? Oui, aussi, bien sûr. Oui, vous avez des obligations par rapport à ça. Ouais. Ouais. Il faut accompagner l'arbitre, la sécurité doit accompagner l'arbitre, comme le capitaine, etc. Donc on a quand même des obligations. Mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Donc on peut pas. Mais c'est vrai que si vous commencez à donner des franchises, il faut attention à ne pas donner des franchises à tout le monde, quoi, parce que. Par contre, ces personnes de sécurité, si on les met sur la feuille de match en tant que DC4. Mais est-ce qu'on peut les rajouter? Parce que monsieur disait qu'on en met une, mais que les 2 autres, il ne peut pas les mettre. Je pense qu'il n'y a pas la place pour la feuille de match. Je ne sais pas si les autres, vous mettez 3 personnes à la sécurité. Parce que je sais qu'effectivement, c'est le cas notamment où vous recevez, vous êtes club accueillant. Oui. Un club qui accueille doit avoir 3 personnes à la sécurité, c'est ça? C'est ça, mais il n'y a qu'une case. Oui. Bah oui, enfin. Oui, à minima, ils ont une licence DC4, enfin dirigeant, etc. Et vous leur faites un. J'en sais rien, je ne suis pas l'URSSAF, hein, mais. Pas en abuser, quoi. Il faut pas en abuser et il faut pouvoir pour le prouver à minima, peut-être. Oui, je vous dis, pourquoi pas, hein, quelque chose de signé par le représentant fédéral, pourquoi pas. Vous lui préparez le papier et contre-signe. Ce qu'on peut faire, comme on fait un tableau des primes mensuelles, il faut faire un tableau de participation au match à tous les coups. Hein. Oui, c'est ça. Et bon, si on a un contrôle. Hein. Est-ce que le responsable de l'équipement, intendant, peut bénéficier également de cette prime? Je n'irai pas jusque-là, moi. Parce que le responsable des équipements, il n'est pas dans la notion des 5 manifestations. Il s'occupe tout. Enfin, pour moi, il s'occupe tout le temps des équipements. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, soit il est bénévole, soit il est salarié, mais c'est pas, on ne rentre plus dans le cadre des 5 manifestations. Vous voyez? D'accord. Donc, il peut pas. Là, à mon avis, ça devient un peu tiré par les cheveux. Ouais. En complément du PowerPoint que vous présente Céline, vous recevrez un matin un document d'appui. Dans le document d'appui, là, on le précisera tout ça. En même temps que le PowerPoint, vous recevrez un document complet. Et dans le document complet, là, de mémoire, le document répond à toutes ces questions. Mais c'est vrai que de mémoire, là, je suis sur la présentation, donc je ne peux pas aller ouvrir les autres documents, mais je sais que l'URSSAF, il me semble, quand il cite les gens, c'est vraiment, pour la franchise, c'est vraiment en premier lieu les joueurs, et après éventuellement les billettistes. Mais enfin voilà, après, on ne retrouve pas trop les gens qui font du quotidien, quoi. Voilà. Ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement. Sinon, ça reviendrait à donner une franchise à tous les bénévoles, quelque part. Y compris aux entraîneurs. Et les entraîneurs, voilà. Et si on commence à donner à un tel et un tel, pourquoi pas aux entraîneurs aussi? Enfin, tout à fait. Et sachant que les éducateurs-entraîneurs n'ont pas le droit à la franchise. Hein. Il faut faire attention quand même à cette notion de franchise. C'est vraiment, à mon sens, c'est essentiellement les joueurs. Et par tolérance, peut-être, vous l'aurez dans ce que a donné Claude, les gens qui, à un moment donné, participent vraiment mais aux manifestations. Quoi.
Juste de mémoire, hein, pour le dopage, si j'ai bien compris les exigences fédérales, il faut que le responsable soit en capacité de mettre à disposition une salle en cas de contrôle, une pièce, et d'être là effectivement au moment du contrôle. C'est tout ce qu'on lui demande. Hein. Ouais. Et pour la sécurité, moi j'avais posé la question, on m'avait dit il y a un ratio, c'est un agent entre guillemets de sécurité pour 200 supporters à peu près. Un agent pour 200 personnes. À peu près. Allez, on va passer à comment indemniser, pardon. Je dis rémunérer, mais comment indemniser un dirigeant. Donc, en principe, bon, on ne va pas se mentir, hein, en principe, on est tous bénévoles. C'est souvent le cas. Donc, les fonctions dans une association sont bénévoles et donc non rémunérées. Parce qu'un bénévole, ce n'est pas un salarié. Un bénévole n'est pas rémunéré. Voilà, ça c'est là. Donc, la fonction de dirigeant de l'association est normalement exercée à titre gratuit car liée au principe de gestion des intéressés de la structure. Toutefois, gagner de l'argent avec une association, c'est possible. La rémunération des dirigeants d'association est autorisée sous certaines conditions. Donc, le dirigeant, la plupart des cas, il est bénévole, il a un caractère désintéressé par rapport à cette association, il n'est pas rémunéré. Mais on peut quand bien même rémunérer un dirigeant. Cette rémunération ne doit pas dépasser les 3/4 du SMIC, soit 1 281,96 € brut par mois pour l'année 2023, puisque le SMIC mensuel, il est à 1 709. Donc, c'est la limite. Un dirigeant, pas plus des 3/4 du SMIC s'il a une rémunération. Alors, bien sûr, cette rémunération, elle est soumise à la cotisation sociale. Hein. Donc, dans ce cadre-là, il y a forcément un bulletin de salaire. Il y a autre chose pour les grandes associations. Donc, pour les grandes associations, je ne pense pas qu'on soit concerné, mais c'est bien de le savoir quand même. La rémunération, elle doit être proportionnée aux tâches exercées et ne peut pas excéder mensuellement 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc, on ne peut pas donner plus de 10 998 € par mois pour l'année 2023. Alors, en gros, c'est 3 dirigeants maximum qui peuvent être rémunérés et c'est calculé par rapport à la moyenne des ressources propres de l'association. Donc, si l'association, elle a 200 000 € de ressources, alors dans les ressources, normalement, ne sont pas pris en compte les subventions. Voilà. Mais si l'association a 200 000 € de ressources, elle peut rémunérer un dirigeant. Si elle a plus de 500 000 €, c'est 2 dirigeants et plus d'1 million d'euros, c'est 3 dirigeants. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait les grandes associations. Hein. D'accord ? Donc, si vous avez hors subvention plus de 200 000 € de ressources, bon, ben, éventuellement, vous pourriez rémunérer 1 à 3 dirigeants. Voilà, mais je ne pense pas qu'on soit nombreux dans ce cas. Mais c'est bien de le savoir. Ouais. En complément, à la Fédération française de rugby, puisqu'on est au rugby, il y a 3 dirigeants fédéraux qui sont rémunérés. Hein. Il y a le secrétaire général, le trésorier général et un vice-président. Exactement. Alors, pour un dirigeant, on peut aussi lui appliquer des dommagements kilométriques. C'est exactement pareil que pour les joueurs, les bénévoles, les entraîneurs. C'est le fameux remboursement de frais kilométriques. Donc, soit aux frais réels, c'est ce qu'on a mis dans la 3e possibilité. J'ai des ICA et on me rembourse à l'euro près, ou je renonce à ce remboursement et j'ai droit à la réduction d'impôt. C'est ce qu'on a mis en 4e possibilité. Donc, le fameux abandon de remboursement de frais. Donc, ça, c'est des choses qu'on retrouve. Les frais réels ou l'abandon de frais, c'est des choses qu'on retrouve pour les bénévoles, pour les entraîneurs et pour le dirigeant.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour les dirigeants? Et après, il y aura un tableau récapitulatif. Non. Donc, le tableau récapitulatif. Alors, pour mon éducateur-entraîneur, là, je peux faire soit l'assiette réelle, c'est-à-dire son montant brut de rémunération sur lequel j'applique les charges sociales, ou l'assiette forfaitaire, c'est-à-dire par tranche de rémunération, j'ai une assiette qui me permet de calculer les charges sociales. Voilà. Donc, retenez ça pour l'éducateur-entraîneur. En général, on applique plutôt l'assiette forfaitaire. Pour le sportif, jusqu'à 5 manifestations par mois. Alors, on est dans un cas où si la rémunération est inférieure ou égale à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale. Donc, c'est là où on peut appliquer notre fameuse franchise. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que ma fameuse franchise, c'est 141 € cette année, donc 141 € par match. Voilà. Donc, tant qu'on est dans ce cadre-là, on est dans le cadre de la franchise et il n'y a pas de cotisation sociale. Pas de cotisation sociale, pas de bulletin de salaire à faire. Si ma rémunération pour mon joueur, elle dépasse 70% du plafond de la Sécu, enfin, du plafond journalier de la Sécu, donc dans ces cas-là, je vais avoir un dépassement ou 115 SMIC horaires. Donc, je vais être en réduction des franchises, c'est-à-dire je vais avoir, comment dire, je vais avoir ça va être sur la base réelle, quoi. Je vais appliquer les cotisations sociales sur la base de l'assiette réelle. Par contre, dans les deux cas, il faut toujours se poser la question, est-ce que mon association est bien en deçà des 10 salariés équivalents temps plein? Il ne faut pas dépasser les 10 salariés équivalents temps plein, sinon on n'a plus ce système de la franchise qui peut s'appliquer. Et au-delà de 5 manifestations par mois, toujours pour mon sportif, là, je peux appliquer l'assiette forfaitaire, mais je n'ai plus le droit, bien sûr, à la franchise, puisque la franchise, c'est que pour les 5 premières manifestations. Bon, en général, au rugby, ce n'est pas très grave parce que c'est rare de faire 5 matchs par mois. Déjà, 5, c'est pas mal. Donc, ce n'est pas trop un souci. Mais par contre, c'est les 5 premiers matchs. On ne peut pas choisir quel match on veut, c'est les 5 premiers du mois. Voilà. Et si on dépasse, si c'est inférieur ou égal aux 115 SMIC horaires, du coup, on va appliquer l'assiette forfaitaire. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez le cas de la franchise. La franchise, c'est les fameux 70% du plafond journalier, donc mes 141 € par manifestation. Et quand vous êtes au-delà, vous passez au système du forfait. Voilà. Et ce forfait, lui aussi, a un plafond. Donc, au-delà du forfait, on passerait au réel. Donc, c'est pour ça qu'on a dit le dépassement des 115 SMIC horaires, c'est parce que mon forfait ne s'applique plus si je dépasse ces montants-là aussi. Donc, en fait, pour le sportif, pour le joueur, il y a 3 stades, en fait. Il y a le premier, c'est la franchise. Le deuxième, c'est le forfait. Et le troisième, c'est je dépasse le forfait, donc je suis au réel. Voilà. Et pour mon dirigeant, ben, c'est le droit commun, c'est-à-dire on applique les cotisations sociales dès le premier euro, avec bien sûr les règles des 3/4 du SMIC ou si c'est une grande association, les règles qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, on a fini la présentation. Donc, on est dans le timing, c'est parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est il peut y avoir un petit temps d'échange. Un petit temps d'échange, oui, de questions. J'aurais une question. Oui, une question.
est-ce qu'on est obligé pour les frais de déplacement de faire avec le barème, le nouveau barème, pour les frais de déplacement des joueurs? On est obligé d'appliquer le barème. Le barème de l'administration fiscale. Oui, c'est obligatoire. Vous voulez dire par rapport au barème qu'on avait avant des associations? Oui, oui. Où on avait le choix, on pouvait faire prendre le taux qu'on voulait, à peu près. Oui, alors c'est toujours le cas, c'est-à-dire que vous pourriez. Alors, non, celui dont on parle plus, qui est fini, c'est le barème association. Celui-là, depuis le 1er janvier 2022, pour les revenus, ou les ICA à partir du 1er janvier 2022, on n'en parle plus. Par contre, vous avez encore le choix, soit le barème fiscal classique et celui des salariés, soit effectivement votre association peut décider d'un barème qui lui est, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais c'est un barème qu'elle aurait choisi elle, oui. Mais il ne peut pas être supérieur à celui de l'administration. D'accord. Et surtout, il doit s'appliquer à tous. On ne peut pas faire de discrimination. Hein, oui. Et il doit être surtout voté par les instances. Hein. D'accord. Il doit être approuvé par votre conseil d'administration. Voilà. Lors de l'Assemblée, par exemple. Et c'est ça que vous faites, vous, en général? Oui, on avait établi un barème qui est en dessous du barème légal. Donc, et on pourra toujours continuer comme ça. Oui. Très bien. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou des échanges peut-être des échanges d'expériences. Je vais arrêter le partage, comme ça on se voit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des échanges d'expériences. Il y en a qui font la franchise? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des contrôles URSSAF? Pas encore. Pas encore. En fait, l'URSSAF, ils vont vous demander, ils demandent notamment le relevé bancaire de l'association. Ils vont regarder les mouvements, hein, donc les sommes qui sont versées. Et à chaque somme versée, est-ce qu'il y a à côté un bulletin de salaire ou est-ce qu'il y a à côté un suivi des primes de match? Et ensuite, s'il y a un suivi des primes de match, ils vont vous demander les feuilles de match pour voir si c'est cohérent, s'il y a un lien. Par exemple, dernièrement, c'est un club de foot. Il donnait à une bénévole, il donnait à une bénévole 1 000 € par mois, mais juste comme ça. Il n'y avait rien derrière, quoi. Pour eux, c'était une indemnité. Donc, il donnait 1 000 €, je crois que c'était 1 000 € par mois. Bon, voilà. Donc, ça a été requalifié en salaire. Donc, ça veut dire qu'on considère que 1 000 €, c'est du net. Donc, après, on remonte au brut, et sur lequel, évidemment, il y a les cotisations salariales et patronales. Et puis là, vous oubliez le système de franchise, forfait, tout ça. Donc, voilà. Donc, pour 1 000 € que vous versez, en gros, ça coûte 2 000 € à l'association. En tout cas, 1 000 € de charge sociale, il faut faire x2 à peu près. Donc, vous imaginez 1 000 fois 12 fois le nombre d'années, fois 3 maximum. On peut le faire. Hein. 1000 fois 12 fois 3, juste pour 1 000 € donnés à un bénévole sans aucun justificatif. Ça fait un redressement URSSAF à 36 000 €. C'est pas pour vous faire peur. Hein. C'est juste un ordre d'idée. En fait, c'est ce qui est le plus douloureux, hein, les redressements URSSAF. Le dernier redressement connu, bon, je ne citerai pas le club, là, mais connu, il a été redressé à hauteur de 300 000 €, le club. Chez nous, en Occitanie. Hein. C'est énorme. En fait, il faut se dire à chaque fois que je donne une somme à quelqu'un, tel qu'il soit, il faut se poser la question de dans quel cadre je peux donner cette somme. C'est un peu le sujet de
cette vision. Voilà. Écoute, je m'aperçois, bon, il n'y a pas de questions. Bien, Céline, je te remercie. Alors, moi, j'apprécie ce type d'intervention parce que ben, ça, Céline, c'est son métier. Mais j'apprécie d'autant plus qu'elle est présidente de club. Donc voilà, s'il y a bien quelqu'un qui connaît les problèmes des clubs, c'est bien Céline, là, concernant toute la comptabilité. Donc, ceci dit, je suis dans un club amateur où on ne rémunère personne. Oui, en plus, oui, mais bon. Mais on se pose quand même des questions régulièrement. C'est Toulouse au Bon-Todra pour toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas Céline. Bon, ensuite, bon, bien le mois prochain, au mois de mai, on est avril, ouais, au mois de mai, le thème ce sera à l'époque, c'est comment organiser son assemblée générale, l'assemblée générale de son club. Bon, voilà. Bien, je vous remercie à toutes et à tous, et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.